Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Sans Tabou. Vous le savez, le 10 mars dernier, la Commission électorale nationale indépendante a proposé un chronogramme pour les élections, c'est-à-dire la présidentielle prévue pour le 11 octobre 2015 et les communales pour le début 2016. Et cette proposition, vous le savez, fait aujourd'hui l'objet de toutes les polémiques au sein de l'opposition et le pouvoir. Et l'opposition propose de redescendre dans les rues, et cela plusieurs fois, pour protester contre cette date. Elle veut en fait que la date soit inversée. Et selon certains sites d'information, on qualifie aujourd'hui l'opposition guinéenne d'une opposition de rue. S'achemine-t-on sur un bras de fer entre pouvoir et opposition? De cette question et d'autres questions, nous allons en débattre aujourd'hui dans Sans Tabou, qui reçoit aujourd'hui le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail, Monsieur Damantan Albert Camara, porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Voilà, monsieur le ministre, comme annoncé, l'opposition entend manifester, et cela, une série de manifestations comme elle l'a affirmé. Et quelles dispositions prises par le gouvernement? Alors, s'agissant des manifestations, bien entendu, nous entendons, comme d'habitude, essayer de gérer ces manifestations dans le calme, la sérénité, en tenant compte des règles de maintien d'ordre, afin qu'elles ne dégénèrent pas, comme malheureusement nous avons été habitués à ce que cela soit depuis que notre pays est rentré dans sa phase de démocratisation. S'agissant de ce qui motive, en tout cas ce qui semble motiver les manifestations de rue, à savoir le chronogramme électoral, nous continuons à appeler nos frères de l'opposition à la discussion afin de trouver ensemble les voies et moyens de parvenir à des élections dans l'ordre qui sera finalement voulu, mais surtout dans la sérénité, dans la transparence, afin que tous les acteurs qui participent au processus soient rassurés. Voilà à peu près ce que nous essayons de faire, même si la détermination de l'opposition, d'une part, à refuser le calendrier, d'autre part, à manifester cette opposition par la rue, nous semble excessive. Oui, excessive. Monsieur le ministre, on a l'habitude de voir qu'à chaque manifestation de l'opposition, il y a des débordements. Il y a des débordements non seulement du côté des partisans, mais aussi on sent que les forces de sécurité et de défense sont débordées. Est-ce que cette fois-ci, on pourra s'attendre à davantage d'organisation au niveau de nos forces de sécurité? Nous, on aimerait ne même pas être en train de débattre de l'organisation, des modalités de sécurisation de la manifestation, parce que tout simplement, l'opposition aura de manière responsable considéré la situation particulière dans laquelle la Guinée se trouve et aura décidé de passer à une autre forme de revendication et surtout aura décidé de s'asseoir pour discuter de tous ces points. Parce que, qu'on le veuille ou non, nous sommes une démocratie en construction. Les Guinéens le savent, en tout cas ceux qui aiment ce pays, ceux qui sont conscients des réalités que nous avons vécues, ceux qui n'ont pas la mémoire courte et qui se souviennent des années difficiles que la Guinée a traversées, savent que nous sommes dans une construction qui tient compte d'un héritage très lourd, qui fait que nous ne sommes pas forcément habitués à un certain type de démocratie, à un certain type d'expression de nos libertés fondamentales, même si notre constitution les consacre. Et donc, dans cette attente, dans cette construction, nous pensons qu'il y a un certain nombre d'actions qu'il faut absolument éviter le temps que les esprits, les structures, les institutions, les procédures soient adaptées, soient intégrées par la plupart des Guinéens. On a vu toute forme de manifestation ici qui ont la plupart du temps, dans 90% des cas, dégénéré en violence. Pourquoi prendre le risque d'y aller? Pourquoi prendre le risque d'adopter la forme de manifestation la plus susceptible de dégénérer en violence quand on sait qu'il y en a des dizaines d'autres et quand on sait qu'on n'a pas épuisé toutes les voies qui permettraient de dire que la situation est bloquée. Tant qu'on n'a pas épuisé la dernière seconde d'une négociation, d'une discussion, d'un dialogue, on ne peut pas dire que la discussion et qu'il y a une impasse. Or, nous ne sommes pas arrivés jusque-là, puisque nous n'avons pas débattu de ce sujet précis qui est, par exemple, le chronogramme électoral. Donc, c'est vrai que nous sommes un peu inquiets et désolés de voir que systématiquement, l'opposition descend dans la rue avec un objectif très simple que tous les observateurs comprennent, c'est de mettre le gouvernement en difficulté
par rapport à des manifestations, par rapport à la violence qu'ils engendrent, et rendre peut-être la suite du processus plus difficile qu'il ne l'est déjà. C'est dommage. Nous, je vous l'ai dit, nous prendrons les dispositions nécessaires en tenant compte de toutes les contraintes qui pèsent sur nous, en espérant que l'opposition prendra également les mesures nécessaires pour encadrer les manifestations. C'est une très grande responsabilité que d'encadrer une foule. Le moindre petit événement, dès l'instant où vous avez plusieurs personnes à encadrer, vous avez une très grande responsabilité qui pèse sur vos épaules. Je ne veux pas rappeler ici le souvenir douloureux de ce qui s'est passé sur la plage de Roguané et d'autres événements où la gestion des foules, même dans des pays qui ont une tradition démocratique plus évoluée que la nôtre, qui ont un système de sécurité beaucoup plus riche que nous, malgré cela, vous avez eu des incidents très graves au cours de mouvements de foule. Prendre la responsabilité de réunir des centaines ou des milliers de personnes sur un axe, sachant le contexte dans lequel on est, c'est une très très grande responsabilité. Normalement, on doit avoir un service de sécurité, des personnes qui sont identifiées à travers un habillement particulier, avec des brassards, qui empêchent les personnes qui veulent perturber la manifestation de venir à l'intérieur, qui empêchent ceux qui sont dans la manifestation d'en sortir. L'opposition a déjà montré qu'elle était capable de le faire. On a eu ici des cérémonies, je crois que c'était un enterrement, où je me souviens, la veille, on a entendu un des organisateurs de l'opposition, je crois un responsable de communication, expliquer toutes les mesures qu'ils allaient prendre pour empêcher que la manifestation ne dégénère. Et effectivement, ce jour-là, il n'y a pas eu de violence. Donc ça veut dire que quand ils veulent organiser des manifestations sans qu'il y ait violence, ils y arrivent. Nous espérons qu'ils feront la même chose pour les manifestations qui vont se tenir dans les jours qui viennent. Monsieur le ministre, en parlant de violence, on parle d'insécurité. Aujourd'hui, l'opposition martèle cette insécurité. Est-ce qu'on ne peut pas déduire de ce fait qu'elle est bien consciente de l'insécurité qu'elle provoquerait en marchant, puisqu'elle n'est jamais arrivée, selon le passé, à contenir ses partisans dans les Je vous l'ai dit, elle est arrivée une seule fois. Est-ce que c'était le fait du hasard, que c'était la manifestation d'une réelle volonté de maîtriser ces manifestants, ces militants? L'avenir nous le dira. Mais voyez-vous, lorsqu'on chauffe à blanc des personnes qui n'ont pas forcément accès à toutes les informations, qui croient aveuglément à ce que leur leader le dit, il faut être après conscient des réactions que ces gens-là peuvent avoir. Lorsqu'on dit par exemple, s'agissant de la sécurité, que c'est une entreprise machiavélique, un plan concerté monté par le pouvoir pour assassiner des opposants, comment voulez-vous que des jeunes qui n'ont pas accès à la réalité de l'information fassent la différence entre un discours politique avec certains relents de populisme et la réalité des faits qui veut que le pouvoir n'ait rien à voir avec ce qui est arrivé par exemple à M. Aboubacar Sylla. Donc des jeunes vont entrer dans des manifestations en ayant le sentiment que leurs leaders sont en danger de mort et que peut-être qu'ils sont investis d'une mission sacrée de les défendre et de donner même leur vie pour ça. C'est ce qui est dangereux, c'est ce qui est dommage. On devrait pouvoir surveiller les discours et faire attention à ce qu'on dit pour éviter de mettre les personnes qui sont sous votre responsabilité dans des dispositions violentes, revendicatrices, vengeresses par exemple. Donc c'est ce qui nous fait peur et c'est ce qui est inquiétant. Malheureusement, nous n'avons pas le choix. Nous sommes tenus de faire respecter l'ordre public. C'est ça. Là où l'opposition a des options sur diverses formes de manifestation, sur même éviter la manifestation et venir s'asseoir dialoguer, nous n'avons qu'une seule option, c'est maintenir l'ordre public. Protéger les dizaines de milliers de Guinéens qui veulent travailler, qui veulent jouir de leur liberté en toute sécurité, protéger les biens des autres, protéger également les manifestants contre d'éventuelles actions de part et d'autre. Ça, nous n'avons pas le choix et malheureusement, lorsqu'on s'adonne à ce devoir républicain, il arrive qu'il y ait des débordements, ce que nous ne souhaitons pas. Vous parlez tout de suite de dialogue. Où en est-on avec votre appel, l'appel du gouvernement à l'opposition à la table? Le ministre de la Justice, qui ma foi pour le moment de bon rapport avec la plupart des leaders de l'opposition, a adressé une correspondance pour les invités au dialogue, correspondance à laquelle l'opposition a répondu en disant qu'elle ne souhaite pas participer au dialogue, sauf si certaines conditions sont réunies. D'abord, le retrait du chronogramme de la CENI. S'il y a retrait du chronogramme de la CENI, il n'y a plus besoin de dialoguer. C'est la question sur laquelle on doit discuter. Il s'agit de savoir quels sont les tenants et les aboutissants de cette décision de la CENI. Moi, j'ai fait des recherches. Voilà, tout ce document-là, c'est un ensemble d'éléments parce que j'ai voulu comprendre.
vu la polémique qui enflait, moi j'ai cherché à comprendre, et comme beaucoup de personnes, beaucoup d'observateurs, beaucoup de partenaires, ont cherché à comprendre pourquoi la CENI avait motivé son chronogramme en mettant la présidentielle maintenant et en repoussant beaucoup plus loin. Et qu'avez-vous compris? Non, mais on a compris qu'il y a quand même des éléments probants, matériels, administratifs, juridiques, financiers, logistiques, qui font qu'elle a pris cette décision. Donc, il semble, en tout cas, au vu des arguments qu'elle a invoqués, qu'elle n'a pas pris cette décision au hasard. Pourquoi ne pas tout simplement en prendre acte et s'organiser pour qu'au moins la présidentielle soit bien organisée et plus tard les communales. Voilà un peu ce dont on peut pouvoir discuter. Et si éventuellement il y a des éléments prouvant des preuves matérielles dont on peut débattre face à face avec une expertise face à la CENI, pourquoi pas qu'on nous démontre que cela est possible et que la CENI revienne sur sa décision. Je ne préjuge de rien, je ne suis pas un expert en organisation électorale. On a mis une CENI spécialement pour ça, on lui a donné des pouvoirs, on lui a donné une indépendance. Toutes les partis ont leur représentant à l'intérieur de cette CENI. Elle vient de rendre, de faire une proposition de date. A priori, ce choix ne devrait pas poser problème. Donc peut-être qu'autour de la table, on pourrait comprendre pourquoi il pose problème. Voilà, installé depuis. Et le président de la République avait dit que désormais les débats seront transportés à l'Assemblée nationale. Et pourquoi encore les Guinéens vivent cette série de manifestations? On a l'impression que notre... Je serais tenté de vous dire de poser cette question à mes frères de l'opposition. Et c'est vrai que l'Assemblée a été installée. C'est vrai que c'est peut-être la seule Assemblée en Afrique qui est aussi représentative des diversités politiques d'un pays. La preuve en est aujourd'hui que, par exemple, une majorité des 2/3 qui est nécessaire pour adopter un certain nombre de textes de l'organique, elle ne peut pas être réunie si l'opposition ne siège pas. Donc ça, je ne crois pas qu'il y ait un seul pays africain qui ait cette particularité. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Et justement, cette Assemblée, jusqu'à présent, fonctionne. Elle a fonctionné. Nous avons présenté notre budget, notre programme devant l'Assemblée. Nous avons eu des échanges parfois houleux, mais tout le temps fructueux avec l'ensemble des députés, mouvance et opposition y compris, qui ont apporté un œil nouveau, une contribution à l'élaboration d'un certain nombre de lois et de textes. Pourquoi priver leurs électeurs de cet apport? Pourquoi se priver d'un espace où on peut échanger, ou en tout cas ils peuvent échanger de député à député, de représentant du peuple à représentant du peuple? Pourquoi vouloir bloquer les travaux de l'Assemblée, qui elle-même n'a rien à voir avec ce qui se passe à la CENI? C'est un peu, effectivement, ça prête à interrogation, cette volonté de vouloir sortir des cadres institutionnels de débat et vouloir à tout prix prendre la rue et donner une autre dimension à une question qui pourrait être débattue dans les instances prévues à cet effet. Bien entendu, lorsqu'on voit la multiplication des déclarations incendiaires remettant en cause même nos fondements démocratiques, on a un début de réponse, mais ce n'est pas sur cette voie que l'on souhaite s'engager. Et la session parlementaire est ouverte depuis, et on a constaté les chaises vides de l'opposition. Quelles pourront être les répercussions de cette absence sur les travaux? Déjà, l'impossibilité d'adopter certaines lois qui nécessitent que l'Assemblée fonctionne à plein régime et avec toute sa composition. L'impossibilité d'avoir la contribution d'un certain nombre de députés qui sont capables d'apporter quelque chose de positif dans l'élaboration de nos lois. Et je sais qu'il y en a beaucoup parmi eux, j'en suis convaincu, qui souhaiteraient être présents, apporter leur contribution et remplir le mandat pour lequel des centaines et des milliers de Guinéens leur ont fait confiance. Ils ne sont pas là aujourd'hui. Nous osons croire que dans les jours qui viennent, à la faveur peut-être d'un certain nombre d'initiatives et peut-être de l'ouverture réelle du dialogue, nos frères de l'opposition reviendront à de meilleurs sentiments. L'opération ville morte de l'opposition la semaine dernière n'a pas été largement suivie. Certains sites d'information parlent même de tests de légitimité ratés. Quelle conclusion tire le gouvernement aujourd'hui? On est tenté de se demander, est-ce que nous les politiciens, en l'occurrence l'opposition, nous saisissons vraiment les réelles aspirations du peuple de Guinée? Qu'est-ce qu'aujourd'hui le marchand de Madina, l'étudiant de Sonfonia, l'élève du lycée 2 octobre, le petit travailleur qui est en train de
chercher sa dîme tous les matins au débarcadère a affaire de savoir que les communales ou la présidentielle vont se tenir l'une avant ou après l'autre. Ces querelles-là de leadership, de positionnement, importent peu à la population. Elle est sur des aspirations basiques. Elles veulent des projets de société. Elles veulent des programmes qui leur permettront de dire qu'est-ce que la Guinée va être dans 5 ans, dans 6 mois, dans quelques semaines. Comment est-ce que notre représentation nationale, notamment le président de la République, va pouvoir décider de leur avenir. Donc je crois qu'il faut être près de ce que le peuple souhaite vraiment et des débats qui les intéressent. Engager des gens sur des voies pour lesquelles ils n'ont pas les éléments d'analyse est improductif. L'opposition le sait, c'est pour ça qu'elle positionne le débat ailleurs, en parlant d'illégitimité du président, en parlant d'insécurité, de plans machiavéliques, de massacres. J'ai même entendu de dire qu'on vit un terrorisme d'État. Donc, c'est des affirmations qui font peur. On sait que la peur est l'un des premiers moteurs de l'être humain. Et ça, ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas constructif pour une population. Donc, faire sortir des gens dans la rue sur ce type d'éléments qui sont tout sauf constructifs, est-ce que cela est responsable? Je ne le pense pas. La population a autre chose à faire que de respecter des journées villes mortes. Les Guinéens cherchent leur quotidien et les Guinéens n'adhèrent pas. Qu'on le veuille ou non, toutes les manifestations qui se sont tenues en Guinée ont concerné une petite partie de la population sur une petite partie d'une petite partie de la capitale. Monsieur le ministre, quel est l'impact qu'on cherche? Voilà, l'impact. Ne pensez-vous pas aujourd'hui que le gouvernement devrait faire beaucoup plus d'efforts de communication, puisque si on parle des leaders de l'opposition qui ont tout le temps de rassembler leurs militants, leur expliquer le bien fondé de leurs manifestations, par contre, on a l'impression que le gouvernement, comme ce que vous venez d'énumérer à propos des meilleures conditions de vie des populations, est-ce que cette population qui est fortement analphabétisée aujourd'hui pas soif d'entendre des messages comme ça? C'est vrai. Pour son bonheur. Mais en même temps, si la communication de l'opposition était si efficace de ça, je pense qu'on n'aurait pas fait les 4 ans qu'on vient de faire et atteint les objectifs qu'on aurait atteints, parce que peut-être que le pays aujourd'hui serait dans une autre situation, qu'on ne souhaite pas. À côté de ça, nous sommes défaillants en termes de communication, je vous le conseille, mais en même temps, nous travaillons sur des faits. Notre gouvernement hérite de la partie la plus ingrate d'un programme politique. Redresser des fondamentaux économiques, redresser une situation qui a été mise à terre pendant des dizaines d'années. Et avoir en face de soi ceux-là même qui sont responsables de cette situation. Donc, nous avons un travail foncier à faire dont les effets ne sont pas visibles tout de suite. Heureusement que la population le comprend et accompagne le président de la République. Parce que vous avez le PPT, vous avez l'ITIE, vous complétez votre programme avec le FMI. Pour la population, ce n'est pas du concret dans sa poche. Et pourtant, si vous ne le faites pas, vous n'avez aucune chance d'améliorer les conditions de vie des citoyens, de trouver du travail pour les jeunes, d'améliorer votre système éducatif et de santé et ainsi de suite. Donc, nous héritons de la partie la plus ingrate de notre mission que nous avons réussi à compléter grâce à l'accompagnement des populations. Donc, malgré notre déficit de communication, la population guinéenne a parfaitement compris les enjeux et pour le moment continue à nous accompagner. Maintenant, il faut que nous en fassions plus. Mais ce qu'on aurait souhaité, c'est d'être dans une logique où tout le monde se donne la main pour redresser la Guinée et qu'on sorte d'un certain nombre de querelles qui ne font pas avancer les choses et qui concernent juste une petite partie de l'élite qui veut accéder à des postes de responsabilité ou au pouvoir tout simplement. Ça, c'est dommage. On aurait voulu avoir une union sacrée, notamment actuellement où nous sommes en train de souffrir d'Ebola, où nous avons besoin de l'apport de tous les Guinéens dans toute leur diversité. Ce n'est malheureusement pas le cas. Je n'entends pratiquement jamais parler, à part le gouvernement, d'autres leaders de l'opposition, d'un apport précis sur la lutte contre Ebola. Bon, voilà, c'est le lot quotidien auquel nous sommes confrontés. Nous sommes obligés d'y faire face. Mais on aurait aimé avoir une autre forme de rapport entre le pouvoir et l'opposition. Alors, certains diront que c'est notre faute, vous n'avez pas suffisamment ouvert les portes, vous n'avez pas suffisamment communiqué. Bon, soit. Je ne rentre pas dans ce jugement-là puisque je serais partisan, mais je crois me souvenir qu'au départ, il a été très clair pour l'opposition qu'elle n'avait pas l'intention de travailler avec le président de la République. Ouais. Mais ce n'est pas aussi une raison pour être en perpétuelle opposition sur tout ce qu'il fait, systématiquement sur tout ce qu'il fait. C'est vrai, on peut communiquer mieux,
c'est pour ça qu'on met en place aujourd'hui une cellule de communication gouvernementale pour mieux faire passer le message, mais ça serait tellement plus simple si chacun jouait et tirait dans le même sens. Oui. On en reviendra sûrement au cours de cette émission dans cette communication gouvernementale. Mais à propos de querelle, cette querelle sur le chronogramme, est-ce qu'il y a un chronogramme universel pour l'organisation des élections? Non, ça n'existe pas. C'est-à-dire que, bon, là encore, si on revient à la communication, moi je suis obligé de reconnaître que l'opposition a été très forte sur ce terrain-là, en faisant accréditer l'idée qu'il y avait une inversion de chronogramme, comme s'il y avait un ordre chronologique. Il n'y a pas d'ordre chronologique dans les élections. Il y a une date qui est prévue pour les présidentielles et il y a des mandats qui arrivent à échéance et au bout desquels on doit renouveler. Point. Il y a pas, on ne dit pas que dans un pays où, selon le code électoral, la Constitution, on tient d'abord l'élection, ensuite celle-ci, ensuite celle-là. Elle se camponne sur l'argument que si on organise avec la présidentielle sans les communales, qu'il y a possibilité de fraude électorale. Il y a deux éléments dans cet argumentaire. Excusez-moi de rebondir immédiatement pour ne pas perdre le fil de mon idée. Et elle dit que les maires leur mandat est expiré depuis 2010. D'accord. Donc c'est depuis 2010 que ce débat-là devrait avoir lieu. Or, c'est l'ensemble de la classe politique qui en 2010 a décidé de commencer par la présidentielle. Alors que certains acteurs politiques, je me souviens par exemple de l'honorable Jean-Marie Doré, souhaitaient qu'on commence par les élections de base. L'ensemble de la classe politique, enfin l'ensemble, la majorité a décidé que ça serait la présidentielle. Ils sont tous allés à la présidentielle. Après la présidentielle, on a décidé que ça serait les législatives. On a accumulé du retard parce que l'opposition a voulu qu'on change la CENI, qu'on change le président de la CENI, qu'on fasse partir l'opérateur. Il y a eu des accords, juillet 2013, bref, on a fait les législatives. Et on a continué à accumuler du retard après les législatives, avec Ebola. On se trouve dans ce retard-là, incommensurable, mais qui fait que la CENI dit que maintenant, tout de suite là, c'est vrai, l'idéal, ça serait peut-être qu'on fasse les communales, mais je ne peux pas faire le communal et faire la présidentielle de telle manière que le mandat du président s'arrête à la date prévue. Oui. Donc je fais la présidentielle et je fais les communales plus tard. Ça me semble cohérent et logique. Personne n'a voulu de ce retard, mais il est là, c'est un fait. Je disais à quelqu'un, on peut sortir tous les arguments qu'on veut, chaque jour fera toujours 24 heures, une semaine fera 7 jours et un mois fera 30 jours. Mais quelles sont les raisons qui font, monsieur le ministre, qu'on ne puisse pas organiser les communales avant mais ça, c'est la CENI qui peut vous le dire. Moi, elle a parlé de délai de mise en place, de révision d'abord, de liste électorale. Elle a parlé de magistrats. Il y a énormément d'éléments qu'elle a mis bout à bout pour justifier le fait qu'elle n'était pas capable de faire deux élections. Elle peut faire elle peut commencer à préparer maintenant le communal, mais ça nous amènera à une date où on n'aura pas terminé, alors qu'il faudra organiser la présidentielle. Donc elle dit qu'elle ne peut pas. Mais les Guinéens ont souvent la mémoire courte. La CENI, par au moins 2 fois, a dit qu'elle pouvait, en tout cas qu'elle était prête à organiser des élections. C'était la présidentielle. On a vu ce qui s'est passé après, entre les 2 tours. Il a fallu 4 mois, 5 mois pour faire le deuxième tour de la présidentielle. Elle a enfin dit qu'elle pouvait faire le deuxième tour. Elle a fait le deuxième tour. On a vu également les récriminations. Quand on lui a mis la pression, elle a dit qu'elle pouvait faire les législatives, qu'elle était prête. Elle a fait les législatives. On a vu également tous les dysfonctionnements et toutes les réclamations qui ont eu lieu après les législatives. Donc moi je dis souvent, 3 fois de suite, elle nous dit qu'elle peut et elle ne peut pas. Et quand elle nous dit qu'elle ne peut pas, nous on va lui dire non, tu peux. Il y a quand même quelque chose d'incohérent à ça. Moi je crois qu'il y a des responsabilités qu'on ne peut pas prendre. Il faut faire très attention à ce qu'on veut pour la Guinée. Est-ce qu'on va continuer à imposer à la CENI ce que nous on veut? On a déjà essayé de le faire en lui imposant des membres qui ne sont plus techniques mais qui sont politiques. Oui. On voit le résultat que ça donne aujourd'hui avec cette opposition qui veut refonder encore la CENI. Et on va encore lui imposer un chronogramme qu'elle ne pourra pas respecter. Et à ce moment-là, ce ne sera plus elle qui est responsable, ça sera le gouvernement, opposition confondue. Mais la différence, c'est que l'opposition n'est pas responsable. Mais puisqu'on a, dans le passé, monsieur le ministre, chaque fois que l'opposition a martelé des revendications, au final, le gouvernement a cédé. Est-ce que cette habitude aussi ne les amène pas à toujours foncer, parce qu'ils savent... On ne va pas dire céder. Je pense que nous sommes entendus. De l'opérateur Waymark, par exemple, avec les conditions posées qui ont... C'est vrai, mais nous sommes entendus. En prenant en compte les intérêts bien compris de toute la nation, nous nous sommes entendus sur un certain nombre de points, à condition que ces points-là ne violent pas la loi.
la base fondamentale, la limite extrême, c'est la loi. Donc nous sommes entendus pour pouvoir aller à des législatives. Ça ne veut pas dire que nous sommes prêts à accepter tout et n'importe quoi. Je crois que l'opposition également a accepté de revenir sur un certain nombre de ses revendications. Vous parlez de Waymark, mais elle a bien accepté que Waymark complète le processus des législatives et qu'ensuite cet opérateur ne fasse plus partie du système électoral guinéen. Et ça s'est bien passé. Je pense qu'ils se sont rendus compte que Waymark n'avait aucune forme d'influence. Donc là, par exemple, là où les positions étaient si tendues, on a su trouver les voies et moyens, un comité technique de suivi, des experts qu'ils ont mandatés eux-mêmes pour surveiller le travail de Waymark et vérifier que Waymark n'était pas capable de changer les résultats. On a eu satisfaction. Les revendications qui sont venues après les législatives n'avaient plus rien à voir avec l'opérateur. Malgré ça, l'opposition a exigé que cet opérateur ne participe même pas à l'appel d'offres pour le second, pour les autres échéances électorales, ce que nous ne pouvions pas accepter. Donc, nous n'avons pas accepté cela. L'appel d'offres a eu lieu et un autre opérateur a été choisi. Donc, lorsque la loi le permet, lorsque la souplesse ou le silence de la loi permet d'évoluer et d'avoir des compromis, nous le faisons avec l'opposition. Lorsque la loi ne le permet pas, nous ne pouvons pas aller au-delà de ce qu'elle dit. Voilà, l'opposition, cette opposition qui refuse aujourd'hui d'aller à la table, on a vu qu'à l'installation des démembrements des CEPI par exemple, l'opposition était bien présente. Que répondez-vous à cela? Quelle est votre déduction? Là encore, le processus est lancé. Mais je pense qu'ils ont dit qu'ils voulaient, au cas où, 3 points de suspension, il fallait quand même qu'ils soient prêts. Je crois que le résumé de leur situation, de leur position, c'est ça. Pour ne pas être surpris au cas où, je mets encore 3 points de suspension, ils vont se préparer comme tout le monde aux élections. Mais c'est tant mieux. Donc, Monsieur le ministre, vous êtes maître de conférence, vos convictions ne sont-elles pas mises à l'épreuve en privilégiant justement le consensus dans le débat national au détriment de la loi? Parce que je ne suis pas maître de conférence, mais c'est vrai que j'ai formé plusieurs jeunes, notamment en matière juridique. Non, mes convictions ne sont pas mises à mal dès l'instant où, comme je vous l'ai dit, tous les compromis que nous réussissons à avoir sont faits sur la base de la loi, dans le respect de la loi. Donc, il y a forcément des zones, on ne va pas dire d'ombre dans la loi, mais il y a certaines zones pour lesquelles le législateur laisse la possibilité aux citoyens et aux partis de décider. Dans cet espace-là de décision qui est permis, nous accommodons d'un certain nombre de revendications d'opposition. Lorsque ce n'est pas permis, nous ne revenons pas dessus. Et ça, nul d'entre nous n'a l'intention de violer ne serait-ce que son sacerdoce, mais également la loi. Mais la loi, on parle de loi. Et qu'est-ce que la loi prévoit, par exemple, quand il y a manifestation et qu'il y a violation de droit? Voyez-vous, ceux qui accusent le président Alpha Condé de ne pas être un démocrate devraient prendre exemple sur ça, ce cas précis. C'est une loi effectivement qui a été faite spécialement pour sanctionner l'opposition, pour la mater lorsqu'elle faisait des manifestations. Beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui aux affaires, mais qui ne le sont plus également, ont été emprisonnés sur la base de cette loi. Nous ne l'utilisons pas parce que nous estimons que le contexte doit plutôt favoriser le rapprochement plutôt que l'exclusion. Le principe de respect des libertés fondamentales est sacré et nous essayons autant que possible de le respecter. Et puis on dit même lorsque les gens sont arrêtés, on a reproché au président d'avoir relâché un certain nombre de, entre guillemets, manifestants. Donc je crois que le président est dans cette logique de vouloir éviter à tout prix les positions au-delà desquelles on ne peut plus revenir, qui figent les états d'âme, qui figent les convictions et qui rendent les choses plus compliquées. C'est pour ça que cette loi n'a pas été appliquée jusqu'à présent, mais le code pénal est clair, la loi anti-casse est claire. Quelqu'un qui organise une manifestation au cours de laquelle des événements violents apparaissent, où il y a des casses, où il y a des blessés, où il y a des conséquences dommageables, doit être responsable et doit être traduit devant les tribunaux. Voilà, je crois que cela traduit bien l'expression « la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres ». Est-ce que ce n'est pas donc 2 pas 2 mesures en voulant conserver la liberté des autres et brimer celle des autres? C'est pour ça que nous faisons un maximum pour déployer les forces de l'ordre pour qu'elles
établissent l'ordre et qu'elles empêchent qu'il y ait des débordements. C'est pour ça également que nous appelons nos frères de l'opposition à bien encadrer les marches. Mais ce n'est pas le seul secteur où nous sommes, on va dire, indulgents. Vous avez des journalistes ou des hommes politiques qui, à longueur de journée, emploient des expressions inappropriées, insultent le président de la République, ce qui est pénalement répréhensible. Pourtant, le procureur de la République ne s'en saisit pas pour autant pour les assigner en justice. Je vous dis cela. En retour, le chef de l'État n'a pas le droit de recourir. Qu'il ait le droit ou pas, il ne s'appartient pas, le chef de l'État. Il appartient à la Guinée, c'est une institution. Qu'il le veuille ou pas, je le répète, que le chef de l'État le veuille ou pas, le procureur, ayant connaissance d'une offense au chef de l'État, doit en principe s'en saisir et traduire les auteurs devant la justice. Je crois que dans un souci peut-être de, on va dire, de conciliation, on évite d'aller jusqu'au bout de toutes ces procédures. Vous savez, il y a très peu de pays qui appliquent exactement, entièrement toutes les dispositions du code pénal. On aurait peut-être la moitié de la planète en prison. J'espère que nous allons ouvrir une petite parenthèse sur votre département. En tant que ministre de la formation professionnelle, donc interlocuteur au premier plan des jeunes, parlez-nous du renforcement juridique et réglementaire depuis votre arrivée à ce département. Alors, nous avons dans ce département d'abord procédé à un nettoyage, on va dire, de la gouvernance. Essayer de faire de telle sorte que les textes qui régissent le département lui permettent d'accomplir ses missions. C'est d'ailleurs le but de tout texte juridique en général, notamment des cadres organiques. Et donc, sur la base de la réorganisation du département, de la jonction avec un certain nombre de services, de départements, d'établissements, nous avons fait cet ajustement. Et aujourd'hui, je pense que d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue organique, réglementaire, mon ministère a les moyens d'assurer sa mission. Maintenant, il y a encore des ajustements à faire. Je viens par exemple de travailler avec le directeur de l'Office national de la formation et du perfectionnement professionnel qui est en train lui aussi de prendre un certain nombre de mesures pour rendre cet office, qui est un élément majeur de l'enseignement technique, pour le rendre plus efficace. Nous avons également mis en place des procédures, des manuels de procédures dans les établissements, des règlements intérieurs, des conseils d'établissement. Nous avons bref fait le travail foncier pour améliorer la gouvernance. Vous savez, dans pratiquement tous les services, aujourd'hui dans le gouvernement guinéen, nous sommes confrontés à cette absolue nécessité d'adapter les cadres pour que les missions, les cadres réglementaires je veux dire, pour que les missions des départements puissent être accomplies dans leur plénitude. Et c'est un travail aussi ingrat, parce que c'est un travail qui n'est pas visible, dont on ne récolte les fruits que plusieurs mois ou plusieurs années plus tard, parce que toutes les bases ont été mises en place. Mais on est obligé de le faire, et ce travail-là, nous l'avons fait ici, ce qui me permet de dire que nous avons un cadre administratif réglementaire adapté, conforme à nos objectifs, et qui permettra, un, d'accomplir nos missions, deux, d'en assurer le suivi, et éventuellement de sanctionner lorsque les missions ne sont pas accomplies de manière orthodoxe. La formation professionnelle, on sait aujourd'hui la Guinée n'offre pas les cadres compétitifs pour, par exemple, les offres d'emploi qui sont sur place. Est-ce qu'il y a des dispositions réellement approfondies pour la cause? Tout à fait, tout à fait. Il y a un programme révisé qui est en train d'être mis en place, mais vous savez, il y a d'abord tout ce travail-là à faire, donc la réorganisation des textes, les règlements intérieurs, les procédures, et aussi la formation des formateurs, des cadres. C'est pour ça que nous avons bénéficié au maximum de la coopération marocaine pour envoyer des formateurs au Maroc. Un premier lot de 70 est parti, et un deuxième lot de 90 va partir, et on va avoir de nouveaux formateurs, de jeunes formateurs, qui vont être formés dans de nouvelles filières que nous n'avons pas ici et qui vont permettre de former d'autres Guinéens dans certains métiers, les mines, l'hôtellerie, le tourisme, mais également tout ce qui est du génie. Donc ce travail est en train d'être fait. Ça va prendre également un peu de temps, malheureusement, lorsque vous êtes dans un système où aucun investissement majeur n'a été fait depuis 25 ans, vous êtes obligé de passer par ces étapes. Ce que je vous dis là est très important. Avant qu'on vienne, pratiquement aucun investissement majeur n'avait été fait dans l'enseignement technique. Je prends le centre de formation professionnelle de Bordeaux à Cancan. Depuis sa création, il n'avait pas connu un coup de peinture. Il a fallu qu'on vote un budget, que le président de la République débloque les fonds pour que certains centres de formation professionnelle connaissent une rénovation. Mis à part un petit nombre d'entre eux qui avaient connu l'appui de la coopération canadienne, la plupart des centres de formation n'avaient pas connu de rénovation.
à plus forte raison des équipements. Depuis aussi cette date-là, aucun nouveau centre n'a été créé. Avec la coopération du Fonds saoudien de la BID, nous venons de lancer les appels d'offres, nous allons en avoir au moins 6 nouveaux, et certains autres comme celui de Rio Tinto, celui offert par le Maroc, l'un qui va être construit par le groupe Bolloré et d'autres. Nous allons avoir environ une dizaine de nouveaux centres de formation professionnelle dans les 3 à 4 ans qui viennent. Donc ce sont des innovations majeures, mais le temps que ces centres-là forment de nouveaux ouvriers, le temps que les formateurs qui sont au Maroc reviennent et qu'ils commencent à former, il faut compter encore 4, 5, 6 ans avant d'avoir une nouvelle génération d'ouvriers qualifiés, aptes à s'adapter au marché de l'emploi tel qu'il se développe aujourd'hui en Guinée avec les nombreux projets. Ce que nous faisons, c'est renforcer les centres qui existent actuellement pour que les élèves qui sont actuellement en formation eux-mêmes bénéficient de cette redynamisation du secteur de la formation professionnelle et aussi mettre en place des systèmes de formation continue pour, je ne vais pas dire réformer, mais améliorer les capacités de ceux qui sont déjà sortis de notre système, qui sont en situation de travail, mais qui ont besoin de nouvelles compétences pour s'adapter au marché du travail tel qu'il se présente aujourd'hui en Guinée. En parlant de formation, je crois qu'on n'exclut pas le problème d'équipement. Et ces centres de formation sont confrontés à un grave problème d'équipement aujourd'hui. Quelles sont vos dispositions pour pallier? C'est pas compliqué, il faut de l'argent. Il faut qu'on ait un budget conséquent, que nous trouvions les ressources pour les rééquiper. Dieu merci, avec l'Agence française de développement, un certain nombre de centres va trouver des équipements. Avec notre collaboration avec un certain nombre de projets, notamment des projets miniers, nous allons également équiper d'autres centres. Ceux qui sont en train qui vont être construits, ceux pour lesquels nous avons lancé les appels d'offres vont venir bien entendu avec leurs équipements. Donc, de manière précise et structurée, petit à petit, la plupart des centres de formation professionnelle vont avoir des équipements mieux adaptés à la formation. Okay. Les axes prioritaires du professeur Alpha Condé sont donc l'agriculture, l'hôtellerie et les mines. Malgré la présence d'Ebola qui frappe le pays depuis un an, plus d'un an, s'il faut dire ainsi, peut-on dire que notre État aujourd'hui est en parfaite adéquation? Non, il manque encore beaucoup. Il y a un long chemin à parcourir entre notre ambition, la réalité du terrain, les projets qui se développent, leur demande en main-d'œuvre et notre capacité à fournir cette main-d'œuvre-là. Vous prenez uniquement les projets miniers, les 13 grands projets miniers, certains ont commencé, certains sont en gestation, certains sont en négociation. Bref, on pourrait parvenir dans les 6 ans qui viennent à environ 13 projets miniers majeurs qui se développeraient en Guinée. Ces 13 projets miniers ont besoin d'une main-d'œuvre directe en phase de construction de plus de 50 000 travailleurs spécialisés et en emploi indirect environ 200 000. Nous ne les avons pas. La capacité totale du système de l'enseignement technique, aujourd'hui elle est de moins de 50 000, avec peut-être 25 à 30 000 qui se consacrent à des métiers spécialisés de la construction. Donc nous avons un gap à combler, un gap énorme. Nous espérons justement que les écoles en construction, le personnel en formation vont permettre de mettre à disposition dans les années à venir ce personnel complémentaire pour l'agriculture, les mines, l'hôtellerie, le tourisme, notamment. Mais on oublie les nouvelles technologies de l'information. Aujourd'hui, avec l'arrivée de la fibre optique, nous sommes passés en Guinée d'environ 150 000 abonnés à Internet courant à plus de 2 millions en fin 2014. Ça vous donne une idée de la multiplication de la demande et donc des employés qui vont être nécessaires dans ce secteur-là aussi. Monsieur le ministre, vu toutes ces actions menées par le gouvernement, je le répète, malgré la présence d'Ebola, beaucoup de médias aujourd'hui vous reprochent de ne pas beaucoup communiquer. Et pourtant, ce n'est pas les ressources qui manquent. Qu'est-ce qui fait que le gouvernement n'a pas un plan de communication? Est-ce que par manque de confiance aux médias de la place, ou qu'est-ce qui bloque la communication autour du gouvernement? Non, ce n'est pas un manque de confiance aux médias de la place, parce que notre position vis-à-vis de la communication est exactement la même vis-à-vis des médias locaux que des médias internationaux. À l'international aussi, on nous a reproché de ne pas suffisamment communiquer, bien que certaines presses spécialisées, elles, soient conscientes des efforts. Comme vous prenez la presse minière, par exemple, sur le marché occidental, notamment anglo-saxon, ils savent très bien les efforts qui ont été faits dans le domaine minier. Vous ne pourrez pas dire n'importe quoi sur la Guinée à des spécialistes des mines à l'international. Mis à part quelques, entre guillemets, spécialistes guinéens
qui sont de très mauvaise foi, qui se débrouillent tout le temps pour faire passer de mauvais messages. Au niveau international, les gens saluent les efforts de transparence qui ont été faits, de refonte du code minier, le fait que la Guinée soit un des seuls pays à publier toutes ces conventions minières sur Internet. Donc de ce point de vue-là, sur les presses spécialisées dans certains secteurs, on peut dire que ça va. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau global, nous avons un gros déficit de communication. Ça serait presque quelque chose qu'on peut qualifier de faute. Parce que, quel que soit ce que vous faites, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Si vous ne le faites pas savoir, c'est comme si vous n'avez rien fait. Or, nous avons des résultats tangibles dans tous les domaines. Et donc, nous avons commencé à communiquer, à mettre en place un système, on ne va même pas dire de communication, on va dire juste d'information. Pour qu'au moins les gens sachent ce qu'on fait. Ceci étant, je crois qu'il faut ici éviter de tout ramener au prisme qu'on a à Conakry. On a l'impression que Conakry est le centre du monde et que tout ce qui est à Conakry, c'est ça la vérité. Je crois qu'à l'intérieur du pays, les populations savent très bien ce qu'on a fait. Vous avez des populations qui n'avaient jamais vu de lumière artificielle de leur vie et qui aujourd'hui ont des lampadaires solaires. Je regardais avant-hier à la télé où je voyais à Mandiana la couche de goudron qui est en train de passer alors qu'il n'avait jamais eu de goudron depuis l'indépendance. Et ces exemples-là se multiplient à profusion sur toute l'étendue du territoire. Donc les populations, elles, sont touchées par la réalité des faits, par les réalisations concrètes qu'elles ont vues de leurs propres yeux. Le monde paysan, c'est pareil, avec l'appui qu'on a pu apporter. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on informe mieux les populations, mais malheureusement, nous avons de la difficulté à avoir des relais efficace. Voilà, je veux pas, monsieur le ministre, vous parlez de... Vous allez me poser le problème des radios rurales. Oh, bon, voilà. Sur les 33 préfectures, par exemple, venons dans le cadre de la radio. Sur les 33 préfectures du pays, on a la radio nationale, par exemple, couvre 24 préfectures. Et vu le gros du travail qui est abattu, je me dis que si l'information passait, on n'aurait pas vécu aujourd'hui toutes ces malversations au niveau de la communication qui engendrent des manifestations. Oui, je suis d'accord avec vous, mais votre ministre se bat pied à pied pour obtenir la réhabilitation d'un certain nombre d'antennes qui ont été mises à mal, qui ont été peut-être mal entretenues à une certaine époque. Donc il se bat, je pense que très rapidement on en verra les résultats pour que les populations à l'intérieur du pays soient informées. Je vous le concède. Mais ce n'est pas tout. Vous savez, la Guinée est entrée dans une phase de libéralisation de ses zones depuis, je crois, 2006. Les radios privées ont acquis une certaine notoriété également. Or, les radios privées ne s'intéressent qu'à ceux qui, on va dire, qu'aux mauvaises nouvelles. C'est ça qui fait vendre. C'est les scandales, c'est les accusations, c'est les faits divers. Et ça, malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de répondants par rapport à cette situation-là. Vous avez aujourd'hui des émissions spécialisées, bon, je ne les citerai pas, mais qui ne parlent que de ce qui ne va pas. C'est leur ligne éditoriale, c'est comme ça. Ces radios-là n'ont pas pour vocation d'expliquer pourquoi, par exemple, on a des policiers qui sont mal formés. Par contre, il y a d'autres médias qui ont une ligne éditoriale. Mais qui n'intéressent pas forcément les auditeurs. Les auditeurs aussi, le public aussi aime la sensation. Il aime le scandale, il aime ce qui ne va pas. Et donc, on prête une oreille plus attentive. C'est universel, c'est pas propre à la Guinée, à ce qui ne va pas plutôt qu'à ce qui va. Et malheureusement, il faut trouver un système de communication qui permet de donner aussi des bonnes nouvelles. Nous nous y attachons, nous espérons pouvoir avoir des relais par la télé nationale, mais également amener les radios privées à valoriser aussi la Guinée. Parce que les gens pensent que la communication, c'est uniquement au détriment du gouvernement. Non, l'image de la Guinée, si elle est bonne, sert tous les Guinéens. Le ministre des Finances était très clair là-dessus. Chaque caillou qui est lancé contre un pare-brise, c'est un investisseur qui retarde sa venue en Guinée. Et donc, ces messages qu'on fait passer en pensant peut-être faire mal au gouvernement contribuent à désavantager toute la Guinée et en particulier cette jeunesse qui a besoin de perspectives, qui a besoin d'investissement pour travailler, pour s'épanouir. Vous parlez d'information, monsieur le ministre, je ne vais pas lâcher le sujet. À propos de formation, on sait que les médias publics, les médias d'État couvrent le plus grand nombre de pourcentage du territoire. Et cela demande de gros moyens. Mais depuis un certain nombre d'années, bon, je vais prendre le gouvernement actuel, on voit qu'il n'y a pas d'investissement, d'envergure dans les médias publics. Madame, tous les secteurs en Guinée sont prioritaires. Je suis d'accord avec vous. Dans tous les secteurs, on a besoin d'investissement. Qu'est-ce que le gouvernement fait lorsque, en
face de son budget avec le peu de ressources que nous avions et également que nous avons, puisque Ebola a ralenti le niveau de mobilisation des ressources. Qu'est-ce qu'on fait lorsque, en face de notre budget, on doit choisir entre investir dans un centre de santé à Massanta, à Yekedou, et réhabiliter une antenne à Kountia ou bien à Bouké? Le choix est vite fait, c'est le centre de santé qui prend le budget. Voilà un peu les arbitrages des fois auxquels on est soumis et qui font que certaines décisions sont retardées parce que nous n'avons pas les moyens de les mettre en priorité. Ça ne veut pas dire que nous ne pensons pas que c'est important, que nous ne savons pas que c'est nécessaire, mais c'est tout simplement la loi du moment et la conjoncture actuelle qui nous impose de faire des choix qui parfois peuvent paraître injustes pour ceux qui sont les bénéficiaires de ces choix. Voilà. Non bénéficiaires de ces choix. Voilà. On va parler Ebola, il faut bien une virgule, puisque nous vivons la crise. Vous êtes l'un des grands communicateurs en matière de sensibilisation dans la riposte contre le virus Ebola. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Puisque lors d'une sortie du président de la République, il avait dit qu'il y avait une rencontre prévue aux États-Unis, à Washington, et qu'avant le 15 avril, si je me souviens bien, la Guinée devait tout faire pour sortir d'Ebola parce que les investisseurs attendent des résultats pour accompagner le pays encore davantage. Oui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de la lutte contre Ebola dans le pays? Cette lutte se poursuit. C'est vrai qu'elle a été ralentie par un certain nombre de contraintes et de réticences malheureuses. C'est ce qui a justifié que le président déclare une urgence sanitaire renforcée pour venir à bout de ces réticences, mais également du relâchement qu'on a pu constater un peu partout. Et donc cela a retardé d'autant plus nos objectifs de mettre fin à Ebola dans un délai relativement court et si possible d'ici le 15 avril. Parce qu'effectivement, le 15 avril, vous avez les rencontres de printemps des institutions internationales, institutions financières internationales, qui devraient permettre de pouvoir entamer le plan de relance de l'économie des pays affectés par l'épidémie Ebola. Donc nous restons confiants d'aller à ces rencontres, si ce n'est avec un Ebola zéro, mais en tout cas avec des efforts significatifs, des résultats significatifs qui nous permettront de dire aux gens, nous sommes sur la voie de la fin de l'épidémie. Il faut dès à présent qu'on commence à penser à la résilience et au redressement de notre économie. C'est l'objectif affiché et nous espérons pouvoir l'atteindre. Nous espérons pouvoir l'atteindre. Je crois que ça va être le bout de la fin, monsieur le ministre. Espérons que nous viendrons à bout du virus Ebola avant le 15 avril, avant la grande rencontre avec les grands investisseurs à Washington. Voilà, mesdames, messieurs, je recevais aujourd'hui pour l'émission Sans Tabou le ministre de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail, porte-parole du gouvernement, monsieur Damantan Albert Camara. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement. Au revoir.